Bonjour Cindy Hérault. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Toulouse, spécialisée dans les contrats, la propriété intellectuelle, la négociation. Vos clients sont des entrepreneurs, entrepreneuses, chefs d'entreprise. On va parler avec vous des compétences qui sont requises dans la résolution de litiges commerciaux, car c'est une de vos spécialités. Et un des prismes que vous adoptez, c'est la parentalité. Expliquez-nous le lien. Alors, c'est pas un prisme que j'adopte avec tous les clients, parce qu'il faut être parent pour comprendre, je pense. Mais le lien, c'est qu'en devenant parent, pour moi, on développe vraiment des compétences un peu insoupçonnées qui peuvent vraiment nous servir dans le monde, en entreprise et dans le monde du travail et dans la négociation pour résoudre les litiges de façon générale. C'est un parallèle que j'ai fait moi-même en devenant maman, qui m'a surprise au départ et en fait qui se vérifie très très souvent. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de compétences développées grâce à la parentalité qui se révèlent particulièrement utiles dans la gestion de conflits entre professionnels, par exemple? Ouais, bien sûr. Je pense que l'un des premiers exemples que j'ai, c'est la résilience émotionnelle. De façon générale, quand on devient parent, on apprend vraiment à gérer des situations de stress assez intenses. Je veux dire, quand on se réveille à 8 h du matin avec un enfant qui nous crie dans les oreilles, qu'il faut rester calme, qu'il faut rester patient, tout ça, ça travaille énormément sur notre résistance au stress et notre capacité à garder la tête froide aussi et à prendre des décisions qui sont adaptées par rapport à l'objectif, malgré un environnement qui est hyper hostile à ce moment-là. Et ça, pour moi, c'est une compétence, mais qui en fait sert dans tous les domaines de la vie et encore plus dans les litiges en entreprise et dans le monde des affaires. La deuxième compétence, je pense que je dirais, c'est l'intelligence émotionnelle. Quand on a des enfants, on est amené à faire un travail sur soi en permanence et on est amené aussi à développer une empathie supérieure parce qu'on se demande, voilà, quel est le besoin de l'enfant en face de nous, pourquoi il se comporte de cette façon-là, et à partir de là, comment moi je peux y répondre d'une façon adaptée sans empiéter sur mes propres limites. Dans la résolution des litiges, en fait, on fait exactement la même chose, et je trouve que tous les dossiers où on a adopté cette approche de se dire, de réussir à humaniser la personne en face et de se dire pourquoi elle se comporte comme ça, qu'est-ce que je peux lui proposer qui va remplir son besoin, c'est vraiment le langage qu'on utilise avec les enfants, sans moi avoir l'impression que je donne trop. Dans tous ces dossiers-là, en fait, on a eu des solutions beaucoup plus satisfaisantes. Est-ce que vous voyez une différence dans la façon dont vos clients, entrepreneurs par exemple, appréhendent les litiges lorsqu'ils deviennent parents? Ouais, déjà, ils sont beaucoup plus sensibles à cette approche-là, d'essayer de comprendre pourquoi l'autre se comporte de cette façon-là. Après, je ne sais pas si mes clients sont très représentatifs, je pense qu'ils sont attirés aussi par mon approche et que mon approche, à nouveau, parle beaucoup plus à des parents aussi. Mais ils se comportent différemment. Ils ont aussi, je pense, une capacité à prendre du recul bien supérieure. Je pense que quand on est dans la vie responsable de la vie d'un petit être humain, on essaie d'en faire un adulte émotionnellement stable. En fait, on a une responsabilité tellement énorme et tellement écrasante que tout le reste, des fois, peut paraître trivial. J'ai des clients qui lâchent plus facilement, pas par dépit, mais parce qu'ils disent en fait j'ai pas l'énergie ni la bande passante à mettre là-dedans. Et en fait, si je regarde le grand cadre, en fait c'est pas si important que ça. Et donc je pense que je vais lâcher sur ça ou sur ça. Je pense qu'ils ont aussi évidemment cette capacité du coup à se mettre à la place de l'autre, qui est indispensable pour négocier convenablement. Est-ce qu'il y a selon vous des idées reçues sur la parentalité qui nuisent encore à la reconnaissance de ces compétences dans l'entreprise? Bien sûr, on voit beaucoup plus la contrainte. On voit beaucoup plus la façon dont ça nous empêche d'être 100% présent parce qu'on a forcément la tête un petit peu ailleurs, on a une grosse charge mentale, on a beaucoup de choses à gérer. On est obligé d'être très disponible aussi si jamais l'enfant est malade pour aller le chercher, etc. On est fatigué, on est plus fatigué. Et je pense que tout ça, on en parle beaucoup plus souvent. Malheureusement, ça impacte aussi beaucoup la position qu'on peut avoir en entreprise et dans le monde des affaires. Je pense qu'on n'est pas perçu d'une façon très positive. C'est aussi un prisme qui affecte davantage les femmes que les hommes. Ça, on le sait maintenant aujourd'hui, que les hommes, au contraire, bénéficient de la paternité dans le monde du travail, alors que les femmes, en général, sont perçues comme n'ayant pas les priorités au bon endroit. Mais bien sûr, on ne voit que ce côté-là. Et on ne voit pas du tout la capacité énorme à gérer un projet, je veux dire l'organisation logistique, la gestion du stress. Tout ça, c'est des compétences qui sont incroyables et qui, en fait, sont une vraie plus-value pour moi et qu'on n'en parle pas assez. Est-ce que vous auriez un exemple concret d'un litige résolu plus efficacement grâce à des réflexes ou des aptitudes qui seraient liées à la parentalité? Par exemple, on a eu un dossier où mon client était prestataire pour son propre client et en fait, son client lui a dit qu'il n'était pas satisfait de la qualité de la prestation. La réalité, c'est que derrière, il ne s'était pas senti entendu sur ses besoins, qu'il était aussi stressé par rapport à la trésorerie de son entreprise parce qu'il était en train de lancer son projet et qu'il avait l'impression que ça ne décollait pas assez vite. Alors que de son côté, mon client, il avait vraiment l'impression qu'il avait fait tout ce qu'il fallait. Et en fait, en réalité, il y avait les preuves aussi qu'il avait fait tout ce qu'il fallait.
Et ces deux personnes, par mail, s'écrivaient des horreurs. Et en fait, en se mettant autour de la table, on réussit en fait à s'entendre. Alors évidemment, au début, l'expression, elle est un peu brutale, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de colère qui sort et il y a beaucoup de « en fait, je me sens pas entendue, je me sens pas respectée » des deux côtés. Mais une fois qu'on a mis tout ça à plat, les deux personnes ont compris qu'elles étaient sur la même posture et il y avait les mêmes choses qui étaient importantes pour elles. Et elles ont réussi du coup à se mettre d'accord en disant « bon ben voilà, je te paye un petit peu plus tard, moi je suis d'accord pour faire un petit peu plus de tel ou tel volet de la prestation si tu as l'impression que j'en ai pas fait assez. Faut vraiment qu'on arrive à continuer à avancer ensemble. » Et c'est uniquement parce qu'on a eu cette approche-là, voilà, d'expression des émotions, d'entendre les émotions de l'autre et de déterminer qu'est-ce qui était important pour qui, mais d'une façon qui était très saine en fait, sans être agressif, qu'on a réussi à trouver cette solution-là. Et que tout le monde en fait s'est satisfait de l'issue. Et ça, c'est le plus important. Plus généralement, est-ce que vous constatez un durcissement des relations dans le monde professionnel, dans le monde des affaires? On voit que dans la société, il y a un durcissement des positionnements, il y a moins de nuances dans les discussions, il y a moins d'empathie dans les relations. Est-ce que vous le voyez aussi dans le monde des affaires? Oui, je le vois aussi parce qu'il y a un stress au niveau du contexte économique. Des personnes qui ont peur de perdre des clients ou qui ont peur de ne pas en avoir assez. Et du coup, évidemment, ça crispe les rapports humains. Je pense que ce qui s'exprime derrière, c'est une souffrance, vraiment, par rapport à l'environnement, la sensation qu'on n'est pas pris au sérieux, la sensation que ce qu'on fait, voilà, la valeur n'est pas perçue. Ça, je l'observe. Après, j'observe aussi, honnêtement, je dirais pas un ras-le-bol à ce stade, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes pour autre chose. Et pour moi, la meilleure illustration, c'est qu'à la seconde où j'aborde mon approche, je sens que les gens lâchent un petit peu et je sens qu'ils sont réconfortés et qu'ils se disent « Ah, en fait, on peut faire comme ça. On n'est pas obligé d'être hyper agressif, on n'est pas obligé d'aller leur balancer tout ça à la figure. Il y a une autre façon de faire. » Je pense que de plus en plus de monde est en demande de cette approche-là. Encore une fois, je ne sais pas à quel point mes clients sont représentatifs de la société. Je pense qu'ils représentent aujourd'hui encore une fraction minoritaire. Mais ils ont cette sensibilité-là et en tout cas, moi, c'est la mission que j'ai décidé de me donner et c'est à cet édifice-là, en tout cas, que j'ai envie de contribuer à construire, clairement. Est-ce qu'il y a des erreurs classiques, fréquentes, qui sont commises par les professionnels lors d'un conflit qui émerge entre collaborateurs ou avec un client, un partenaire? Ouais. Je pense que l'erreur principale, c'est d'y aller d'un coup et de ne pas prendre de recul. De répondre point par point immédiatement parce qu'on veut à tout prix avoir raison sur chaque sujet, sans prendre le temps, en fait, et c'est ce qu'on fait pourtant avec des enfants, puisque c'était un peu le sujet au début, on parlait de parentalité, où on se dit « Attends, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Qu'est-ce qu'on est en train de m'exprimer? Et quelle histoire, moi, j'ai envie de raconter ?» Et en fait, si on prend ce temps de la réflexion, si on respire 2 minutes, si on envoie le mail, pas maintenant, mais peut-être demain, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément la bonne posture. Donc, cette façon de foncer tête baissée simplement pour faire valoir ce qu'on a à dire, clairement, ça nous joue des tours. Et je comprends ce qui se joue d'un point de vue de, voilà, on a envie d'être entendu, on n'a pas envie de laisser l'autre personne écrire telle et telle chose. Mais c'est très souvent contre-productif pour le début du litige. Comment on distingue un conflit sain qui peut vraiment faire avancer une relation ou un projet dans la bonne direction d'un conflit dommageable qui nécessite vraiment une intervention rapide? Je pense qu'on peut se dire que le conflit est sain en fonction de l'attitude de la personne en face. Si la personne en face a l'air d'être capable d'entendre un minimum ce qu'on est en train d'essayer de lui exprimer en face, si en face on n'a pas une mauvaise foi en permanence, des mensonges, une réécriture de l'histoire, là on peut se dire que peut-être on va réussir à trouver un point commun et réussir à trouver une façon d'avancer ensemble. Si en face on a simplement une personne qui répond sur un ton méprisant, qui répond sur un ton insultant, qui essaie de nous mettre la pression pour qu'on se décide plus rapidement, ça je l'ai beaucoup vu notamment dans le monde du travail. De toute façon tu perds du temps là dans la négociation, t'aurais pas plus si t'allais au judiciaire, t'embête pas, allez arrête de te prendre la tête. Tout ça c'est des façons de dévaloriser comment on est en train de percevoir la situation, de ne pas nous donner le temps non plus de prendre la bonne décision. Et dans ces cas-là on peut se dire qu'en face on n'a pas une personne qui va être dans une approche saine. C'est peut-être le moment en général d'aller voir un avocat pour essayer de rétablir un petit peu le rapport de force et peut-être avoir une approche plus constructive pour la suite. Merci beaucoup. De rien.